La tempête était un monstre rugissant dans l'obscurité, mais le son qui glaça véritablement le sang de l'homme n'était pas le tonnerre. Ce furent 3 coups frappés à sa porte, si faibles qu'ils ressemblaient au battement de cœur d'un fantôme. Quand Alejandro a ouvert la porte, ce n'était pas un voisin qui cherchait un abri. C'était un petit enfant, trempé et tremblant, ses yeux reflétant une terreur plus ancienne que la tempête elle-même. L'homme le laissa entrer sans un mot, lui offrant une serviette et la chaleur de sa maison. Mais l'enfant n'a pas seulement apporté la pluie et le froid. Il a apporté un secret. Et il était sur le point de le remettre avec une seule question. Une question à laquelle personne ne s'attendrait de la part d'un enfant, une question suffisamment puissante pour briser la vie d'un étranger et le forcer à devenir le dernier espoir de quelqu'un. L'odeur du cèdre et du pain fraîchement poncé était l'âme de la maison d'Alejandro. C'était le parfum du travail honnête, un parfum qui collait à ses vêtements, un parfum que sa fille de 7 ans, Valentina, jurait pouvoir sentir dans l'air. Pour Alejandro, un charpentier aux mains fortes et au cœur noble, cette odeur était le signe d'une vie simple et solide qu'il avait construite pour eux deux. Aux abords d'une ville endormie, où le temps s'écoulait au rythme des cloches de l'église. Ces journées suivaient un schéma prévisible. Le bourdonnement de la scie le matin, la chaleur des tortillas sur le comal à midi et le rire de Valentina l'après-midi. Elle était son seul et unique trésor, le cadeau le plus précieux que la vie lui ait confié. Mais cette nuit-là, le monde extérieur était le chaos. Une tempête de fin d'été était arrivée avec une rage impitoyable, déversant des trompes de pluie qui martelaient le toit en tôle comme 1000 tambours. La foudre a traversé le ciel sombre, révélant brièvement la silhouette des montagnes noires. Le tonnerre a suivi, secouant les fondations même de la petite maison. À l'intérieur, cependant, il y avait de la chaleur et de la paix. Alejandro venait de sécuriser les bâches dans son atelier pour protéger le bois. Valentina, vêtue de son pyjama de lapin, sirotait du lait chaud à la cannelle à la table en chêne que son père avait construite de ses propres mains. « Papa, est-ce que les lapins ont peur ?» demanda sa petite voix, fragile face à la symphonie de la tempête. Alejandro s'est agenouillé ici. « Non, mon amour, ils savent qu'ils sont en sécurité dans leur terrier, tout comme nous ici, dit-il, offrant le sourire qui chassait toujours ses peurs. Il l'aborda dans son lit sous une courte pointe en patchwork qui sentait bon et familier. Il l'embrassa sur le front, la joie la plus simple de sa vie. De retour dans le salon, un éclair illumina la pièce. Puis un coup de tonnerre et les lumières s'éteignirent. La maison sombrait dans une obscurité profonde, brisée seulement par la lueur mourante des braises de la cheminée. Alejandro a allumé une bougie. Son scintillement envoyait des ombres dansantes sur les murs. C'est dans ce silence haletant qu'il l'entendit. Un léger coup, à peine perceptible. Table des matières. Table des matières. Table des matières. Au début, il pensait que c'était le vent, peut-être une branche détachée. Mais ensuite il est revenu, plus insistant. Il se dirigea vers la porte, un frisson levant qui n'avait rien à voir avec le froid. Qui pourrait être dehors par une nuit pareille? Qui est là? Cria-t-il, sa voix plus forte qu'il ne le voulait. Seul le vent hurlait en réponse. Il était sur le point de l'ignorer lorsque le bruit revint, cette fois-ci un grattement désespéré. L'instinct lui a dit de ne pas l'ouvrir. Mais la compassion, un muscle plus fort, lui fit tendre la main vers la serrure. Il a ouvert la porte. Ce qu'il a vu lui a glacé le sang. Debout sur le porche, battu par la pluie, se trouvait un garçon. Pas plus de 8 ans. Mince, petit, trempé jusqu'aux os. L'eau coulait sur son visage, plaquant ses cheveux noirs sur son front. Il ne portait qu'un fin t-shirt collé à sa poitrine. Mais ce qui a vraiment frappé Alejandro, ce n'était pas son état trempé, mais ses yeux. Ils étaient larges, sombres et remplis d'une terreur si profonde, si ancienne, qu'elle ne semblait pas appartenir à un enfant. Sans réfléchir, Alejandro ouvrit la porte. « Pour l'amour de Dieu, entrez, entrez maintenant, dit-il. » Il guida doucement le garçon à l'intérieur et ferma la porte, laissant le monstre de la tempête dehors. L'enfant tremblait de manière incontrôlable, une flaque se formant sous ses pieds sur le plancher en bois. Alejandro se précipita vers une serviette, enveloppa le garçon dedans et lui frotta les bras et le dos. L'enfant est resté raide, comme un animal pris au piège. « Papa, que se passe-t-il » La voix de Valentina provenait du couloir. Elle s'est figée quand elle a vu l'étranger. « Retourne te coucher, ma fille. » « Tout va bien, » dit Alejandro, même s'il n'en ressentait rien. Valentina, avec la pure logique d'un enfant, est allée dans sa chambre et est revenue avec son lapin en peluche préféré.
Elle l'a donné au garçon. Il s'appelle Brinko, murmura-t-elle, il te protège du tonnerre. Ce simple acte de gentillesse a semblé briser le mur de peur de l'enfant. Ses petits doigts se refermèrent avec hésitation autour de la peluche. Alejandro sentit sa gorge se serrer. Il a essayé de demander le nom du garçon, d'où il venait, mais l'enfant est resté silencieux, fixant le sol. Alejandro prépara une tasse épaisse et sucrée de chocolat chaud et la plaça dans les mains du garçon. La chaleur semblait l'ancrer légèrement dans le présent. Ils restèrent assis dans un silence dense, rempli de questions non formulées, tandis que la tempête grondait à l'extérieur. Alejandro savait que la bonne chose à faire était d'appeler la police. C'était logique, responsable. Mais quelque chose dans les yeux de l'enfant lui disait que ce n'était pas seulement un garçon perdu. C'était un enfant qui fuyait quelque chose. Le remettre aux autorités pourrait le renvoyer directement à la source de sa terreur. Finalement, alors que l'espoir d'une réponse commençait à s'estomper, le garçon releva la tête. Ses lèvres tremblaient, luttant pour former des mots. Il regarda Alejandro droit dans les yeux, et ce que le charpentier y vit le secoua profondément. Le garçon rassembla toute la force qui restait dans son petit corps et posa la question qui briserait la paix d'Alejandro et changerait sa vie pour toujours. « Monsieur, murmura-t-il, la voix brisée par un sanglot à peine contenu. Peux-tu sauver ma mère ?» Les mots portaient un poids impossible et frappèrent Alejandro comme un ouragan. Ses yeux brûlaient. Et pour la première fois depuis des années, l'homme fort, le roc de sa petite famille, s'est effondré et a pleuré en silence. Les larmes d'Alejandro étaient une réponse muette à une question qui l'avait déchiré. Mais dans les yeux suppliants du garçon, le chagrin du charpentier s'est transformé en une vague de détermination. Il s'essuya le visage grossièrement du revers de la main et s'agenouilla, posant ses grandes mains fermes sur les épaules de l'enfant, un geste pour l'ancrer en sécurité. « Je ferai tout ce que je peux, champion, dit Alejandro, sa voix n'étant plus qu'un murmure rauque, chargé d'une conviction inébranlable. « Je le promets ?» Une petite partie de la tension du garçon semblait fondre. Pas grand-chose, mais ses épaules se sont détendues, juste un peu. C'était suffisant. Alejandro l'a conduit à la salle de bain et a fouillé dans un vieux coffre. Il a trouvé un pyjama en flanelle avec des fusées qui avaient appartenu à Valentina, légèrement court, mais chaud et sec. Pendant que l'enfant se changeait, Alejandro préparait un lit de fortune sur le canapé du salon, gonflant les oreillers et étendant une épaisse couette, un petit nid contre le monde. Santiago, maintenant englouti dans le pyjama fusé, s'est recroquevillé sur le canapé et s'est endormi presque instantanément. Un sommeil profond et sans rêve. Le genre né de l'épuisement total. Valentina, qui avait tout observé avec une solennité inhabituelle, plaça Brinko à côté de la tête du garçon. Pour que les fusées ne se sentent pas seules, murmura-t-elle à son père. Alejandro la mit au lit et retourna au salon. Il ne pouvait pas dormir. Il était assis dans son vieux fauteuil en cuir, celui qui connaissait la forme de son corps, et veillait sur le sommeil du garçon. Dehors, la tempête s'était calmée, sa fureur s'adoucissant en une bruine régulière. Le silence à l'intérieur de la maison était profond, mais l'esprit d'Alejandro était un tourbillon. Dans quoi s'était-il fourré? Une promesse faite à un enfant terrifié était une chose, mais la réalité en était une autre. C'était un homme seul, avec une fille à protéger. Tout instinct paternel lui criait qu'il devait éviter le danger et ne pas l'inviter dans sa maison. La prudence l'a poussé à emmener le garçon à la police à l'aube. C'était la chose logique et sensée à faire. Mais alors, l'image des yeux de Santiago lui revint, des yeux si pleins de terreur qu'ils transcendaient la raison. C'étaient les yeux de quelqu'un qui savait qu'il n'y avait aucun endroit sûr où aller. Il baissa les yeux sur ses mains calleuses et usées par le temps, des mains qui savaient construire, réparer, donner forme. Ces mains pourraient-elles protéger une vie? Pourraient-elles réparer une injustice aussi profonde? Il ne connaissait pas la réponse. Mais alors qu'il observait le rythme paisible de la respiration du garçon sous la couverture, il savait qu'il ne pouvait pas rompre la première promesse qu'il avait faite. Il devait essayer. Pour cette nuit-là, et pour le matin à venir, cet enfant était sa responsabilité. L'aube est arrivée avec une lumière pâle et propre, révélant un monde fraîchement lavé par la pluie. L'odeur de la terre humide flottait à travers les fenêtres ouvertes. Alejandro, qui avait à peine dormi, était déjà dans la cuisine en train de préparer du café de hola, son arôme de cannelle et de piloncillo emplissant la maison d'un fragile sentiment de normalité. Santiago se réveilla en sursaut, s'asseyant brusquement sur le canapé, désorienté. Alejandro s'est approché de lui calmement.
Bonjour, dit-il doucement. J'ai préparé le petit déjeuner. Tu dois avoir faim. À la table de la cuisine, le petit déjeuner est devenu un exercice de confiance délicate. Alejandro a servi aux enfants des œufs mexicains avec des tortillas chaudes. Valentina, revenue à sa joyeuse personnalité habituelle, remplit le silence d'un flot de questions innocentes. Tu aimes le rouge? Tu sais dessiner un chien? Je parie que les fusées sont plus rapides que les voitures. Santiago mangeait en silence, répondant par oui ou par non, sans jamais lever les yeux de son assiette. Chaque bouchée semblait nécessiter une permission. Il n'a fourni aucune information sur lui-même, sa mère ou la raison de son évasion. C'était un petit coffre-fort rempli de peur et de secrets. Alejandro s'est rendu compte que toute question directe ne ferait que le renfermer davantage dans sa coquille. La confiance, comme le bois fin, ne peut être forcée. Il a fallu le façonner avec patience et soin. Après le petit déjeuner, ils sortirent dans la petite cour arrière. Pendant qu'Alejandro faisait semblant de s'occuper de quelques plantes en pot, Valentina a réussi à convaincre Santiago de jouer à un jeu où il construisait de petits chemins de terre pour les fourmis. Pendant un bref instant, Alejandro vit un enfant normal, concentré sur une tâche enfantine, et ressentit une lueur d'espoir. Puis, le danger s'est révélé. Une voiture, un SUV noir élégant avec des vitres si sombres qu'elles semblaient absorber la lumière, tourna au coin de la rue et descendit lentement leur rue non pavée. C'était un véhicule qui n'avait pas sa place dans ce quartier modeste, un requin dans un étang de poissons rouges. La réaction de Santiago fut instantanée et terrifiante. Il se figea, la brindille dans sa main tombant au sol. Son visage devint pâle comme un fantôme. Un violent tremblement envahit son corps et, avec un halètement étouffé, il se précipita pour se cacher derrière les jambes d'Alejandro, serrant son pantalon avec une force désespérée. La voiture noire passa lentement devant la maison comme un prédateur évaluant sa proie. Alejandro pouvait sentir le regard invisible de ses occupants sur eux. Son instinct protecteur, qui couvait, s'est enflammé. Il enroula ses bras autour de Santiago, sentant les battements frénétiques du cœur du garçon contre sa jambe. La voiture a continué sur la route et a disparu, mais sa présence inquiétante persistait dans l'air. Il n'y avait plus aucun doute. La terreur de Santiago n'était pas imaginée. La menace était réelle. Il avait 4 roues et venait de marquer son territoire. À ce moment-là, la décision d'Alejandro s'est solidifiée comme de l'acier. Aller à la police était hors de question. L'homme dans la voiture noire se présenterait sans doute comme un père inquiet, et il renverrait Santiago dans le cauchemar auquel il avait échappé. Alejandro s'agenouilla devant le garçon tremblant qui avait toujours le visage enfoui contre sa jambe. « Santiago, dit-il d'une voix ferme mais douce, écoute-moi. » Le garçon leva les yeux. Ses yeux étaient deux puits de panique. « Je ne les laisserai pas te trouver. Je ne laisserai personne te faire du mal. » Il marqua une pause, s'assurant que le garçon saisissait le poids de ses mots. « Pour l'instant, ce sera notre secret. Tu comprends? Un secret entre toi, moi et Valentina. » Santiago ne parlait pas, mais à travers ses larmes, il hocha lentement la tête. C'était un pacte, un serment silencieux scellé dans une cour arrière sous le soleil du matin. Le refuge était fragile, la confiance à peine naissante, mais l'alliance était faite. Alejandro, le charpentier, était devenu le gardien d'un dangereux secret, et sa vie tranquille était terminée. Les jours qui ont suivi la visite du SUV noir ont été marqués par une nouvelle normalité tendue. La maison d'Alejandro, autrefois un espace de rire et de liberté, s'est transformée en un sanctuaire régi par des règles tacites. Il ne jouait plus dans la cour avant. La porte d'entrée est restée verrouillée même pendant la journée. Alejandro expliqua à Valentina avec un sérieux qu'elle comprenait sans avoir besoin de détails qu'il jouait désormais à un nouveau jeu appelé le jeu du silence, où il ne devait pas faire de bruit ni parler aux étrangers. Santiago n'avait besoin d'aucune explication. Pour lui, la vigilance et le silence n'étaient pas un jeu, c'était le langage de la survie, un langage qu'il connaissait trop bien. Pendant ce temps, l'homme dans la voiture noire, l'architecte de la peur de Santiago, a décidé que l'intimidation silencieuse ne suffisait plus. Il avait besoin de contrôler l'histoire. Il sortit donc de sa forteresse motorisée et marcha parmi les habitants de la ville. Un mardi matin, il est arrivé au petit commissariat local. Il n'est pas venu comme un voyou, mais avec le calme calculé d'un homme habitué à plier le monde à sa volonté. Son nom était Victor Acosta. Il était grand, vêtu d'un costume en lin léger qui coûtait probablement plus cher que le salaire mensuel de l'officier Castillo,
et il parlait avec l'éloquence raffinée d'un avocat ou d'un politicien. Avec une expression d'inquiétude soigneusement répétée, il raconta son histoire à l'officier. De son portefeuille, il sortit une photographie pas un instantané occasionnel, mais un portrait mis en scène par un professionnel. On y voit un Santiago souriant, aux cheveux soigneusement peignés, serré dans ses bras une belle femme aux yeux doux, sa mère, Adriana. Il ressemblait à la famille parfaite, l'image même du bonheur. « Voici mon beau-fils, Santiago », expliqua Victor, la voix teintée d'une tristesse crédible. « C'est un garçon à l'imagination débordante, monsieur l'agent. Parfois, il a du mal à distinguer la réalité de l'imaginaire. On a eu une petite dispute, des bêtises enfantines, et il s'est enfui il y a quelques nuits. » Il s'arrêta, laissant le poids de ses prochains mots s'installer. « Ma femme, sa mère, est de santé très fragile. Cette situation la met au bord du gouffre. Nous voulons simplement qu'il rentre sain et sauf. » L'officier Castillo, un homme pratique habitué aux disputes de voisinage et aux ivrognes occasionnelles, s'est soudainement retrouvé face à un véritable dilemme. D'un côté, il y avait le vague récit d'Alejandro sur un enfant effrayé. De l'autre, un homme riche et éloquent, avec une photo qui démontait toute histoire d'horreur et un récit qui transformait l'enfant en fauteur de troubles et quiconque tentait de l'aider en kidnappeur potentiel. La version de Victor était plus simple, plus claire et dans le travail policier, les histoires simples l'emportent souvent. « Je comprends, Madame Costa, » dit Castillo, le ton déjà changeant. « Nous traiterons cette affaire comme une fugue mineure. Nous resterons vigilants. Si quelqu'un le voit, nous vous en informerons immédiatement. » Victor la remercia d'un hochement de tête et d'un sourire qui ne lui parvint jamais aux yeux. Il venait de planter la première et la plus importante graine. La loi ou du moins son visage local voyait désormais le monde à travers son prisme. Mais il ne s'arrêta pas là. Son arrêt suivant fut le Portal Café, le cœur social de la ville. Il s'assit à une table, commanda le café le plus cher de la carte et discuta avec la propriétaire, Doña Elvira. Il lui montra la même photo, raconta la même anecdote émouvante et laissa un généreux pourboire, si important qu'il fit couler beaucoup d'encre toute la journée. Les ragots, véritables forces vives du village, s'intensifièrent. À midi, l'histoire du pauvre homme de la capitale et de son beau-fils en difficulté était connue de tous. Alejandro sentit le changement dans l'air dès qu'il fut contraint d'aller en ville acheter des clous pour un projet urgent. Il laissa aux enfants des instructions strictes, ne pas ouvrir la porte, se cacher dans l'atelier si nécessaire. Le court trajet en camion lui parut différent. Les rares personnes qui l'accueillaient le faisaient avec une distance nouvelle dans le regard. Il le sentait, le poids d'être le gardien d'un secret que le monde extérieur avait déjà jugé. Il entra dans la quincaillerie El Martillo de Oro, un lieu autrefois familier, devenu soudain étranger. Tandis que Don Eladio, le propriétaire, racontait une blague sur un homme politique, Alejandro entendit deux clients chuchoter derrière lui. « On dit que ce gamin est vraiment rebelle. Quel fardeau pour cette famille. » Alejandro serra les mâchoires, sentant un filet invisible se resserrer autour de lui. C'est alors que la sonnette retentit au-dessus de la porte. Il se retourna instinctivement et son sang se glaça. C'était lui. Victor Acosta était entré dans le magasin. Leurs regards se croisèrent devant une étagère remplie d'outils. L'instant dura à peine 3 secondes. Mais durant ces secondes, une bataille silencieuse s'engagea. Alejandro vit dans les yeux de Victor une froideur calculatrice, un vide qu'aucun sourire public ne pouvait masquer. Il vit un prédateur. Victor, à son tour, aperçut un simple charpentier en tenue de travail, couvert de poussière de sueur. Son premier regard était empreint de pur dédain, celui d'un homme qui ne perçoit même pas la présence de ceux qu'il considère comme inférieurs à lui. Mais quelque chose dans le regard intense d'Alejandro le fit s'arrêter. Une lueur de curiosité, de suspicion, traversa son visage avant de reprendre son masque d'indifférence. Alejandro, le cœur battant, paya ses ongles et se dépêcha de sortir, trébuchant presque. L'ennemi n'était plus une ombre dans une voiture. Il avait un visage, et ce visage l'avait vu. Il rentra chez lui avec un nœud de terreur dans l'estomac. Le sentiment inquiétant s'est confirmé dès qu'il est entré à l'intérieur. La maison était trop calme. Valentina? Santiago? Zrenia? Sa voix était tendue, presque brisée. Il courut à l'atelier et les trouva cachés derrière des tas de bois, serrés l'un contre l'autre. Valentina pleurait en silence. « Papa » murmura-t-elle en désignant la porte d'entrée, « un homme est venu, il a frappé très fort, il a dit qu'il cherchait un garçon.
Le sol sembla disparaître sous les pieds d'Alejandro. Il prit les deux enfants dans ses bras, l'esprit en ébullition. Ce n'était pas seulement que le mensonge s'était répandu dans toute la ville. Il savait où il était. L'ombre n'avait pas seulement atteint la ville, elle se profilait désormais, sombre et menaçante, au-dessus de sa porte. Il était piégé. Et le loup avait senti son odeur. Il savait exactement où le trouver. Le bruit des poings de Victor frappant la porte résonna dans l'esprit d'Alejandro longtemps après le retour du silence. C'était le bruit de la violation de son dernier refuge, la confirmation qu'il n'y avait plus d'endroit où se sentir en sécurité. Cette nuit-là, tandis qu'il regardait les enfants dormir, Valentina dans son lit, Santiago recroquevillé sur le canapé, encore tendu même dans ses rêves, Alejandro se sentait comme un homme échoué sur une île qui rétrécissait à chaque marée. La ville a cru au mensonge. La loi a cru au mensonge. Et le loup savait exactement où vivaient les moutons. La solitude est devenue un poids physique sur sa poitrine, si fort qu'elle lui a rendu la respiration difficile. Il savait qu'il ne pouvait pas continuer comme ça. Se battre seul était un lent suicide. Il avait besoin d'un allié, mais la confiance était une monnaie qu'il ne pouvait pas se permettre de dépenser au mauvais endroit. Son esprit passa au peigne fin les visages des habitants de la ville, les écartant un par un, trop crédules, trop craintifs, trop indifférents. Puis un visage se dessina dans sa mémoire, lié à l'odeur du pain frais et à une sagesse qu'on ne trouve dans aucun livre. Madame Hope. L'impliqué représentait un risque monumental. Cela signifiait la mettre en danger. Mais le souvenir de ses enfants cachés dans l'atelier, tremblant dans le noir, lui donnait le courage que seul le désespoir pouvait engendrer. Il n'avait pas d'autre choix. Le lendemain matin, avant que le soleil ne se lève et que la ville ne reprenne sa routine habituelle, Alejandro réveilla Santiago. « Viens, champion, murmura-t-il. On va rendre visite à un ami. C'est important que tu viennes avec moi. » Il marchait dans les rues humides et silencieuses de Rocio. L'air frais du matin contrastait avec l'anxiété qui rongeait l'estomac d'Alejandro. Santiago resta près de lui, sa petite main serrant un pli de son pantalon. Alejandro savait que l'enfant était la clé. Sa propre histoire, celle d'un charpentier effrayé, pouvait être ignorée. Mais la présence du garçon, la terreur brute dans son regard, était une vérité difficile à ignorer. La boulangerie, El Pan de la Vida, était un phare de lumière chaude dans l'ombre de l'aube. Dès leur entrée, ils furent enveloppés par un parfum familier de levure, de cannelle et de sucre. Esperanza était déjà là, ses mains couvertes de farine se déplaçant avec la grâce rythmique d'une vie dans son métier. Elle leva les yeux et son sourire disparut à la vue du visage bouleversé d'Alejandro et de la petite silhouette cachée derrière lui. « Mon enfant, dit-elle, sa voix instantanément remplie d'inquiétude, qu'est-ce qui trouble ton âme à cette heure ? Doña Esperanza, j'ai besoin d'aide, dit Alejandro d'une voix qui tenait à peine. On peut parler ? Elle ne posa pas de questions. Elle s'essuya les mains sur son tablier et les conduisit dans le petit débarras au fond où le sanctuaire des sacs de farine et des livres de comptes. Elle ferma la porte, les isolant du monde. Elle s'assit et attendit, ses yeux sombres et sages fixés sur lui. Alejandro lui raconta tout. L'histoire se déversa, confuse, haletante, fiévreuse. La tempête, la promesse, la voiture noire, la prestation de Victor à la gare, les murmures de la ville, les coups frappés à sa porte. Tandis qu'il parlait, Esperanza ne le regardait pas seulement. Son regard se portait principalement sur Santiago, qui s'accrochait à la chaise d'Alejandro comme à une bouée de sauvetage. Quand Alejandro eut enfin terminé ou épuisé, la gorge sèche, un lourd silence emplit la pièce. Esperanza resta silencieuse un long moment. Puis, ignorant complètement Alejandro, elle se tourna vers le garçon. Sa voix, lorsqu'elle se fit entendre, était d'une douceur incroyable. « Oh, mon enfant ! On dirait que tu n'as pas mangé de bon petit pain depuis des jours. » Sa tendresse aurait pu désarmer une armée. Elle quitta la pièce et revint avec une conque saupoudrée de sucre, encore chaude du four. Il s'agenouilla lentement devant Santiago, un geste qui le mit au niveau du garçon et élimina toute barrière d'autorité. « Tiens, c'est pour toi. » Santiago regarda le pain sucré, puis tourna les yeux vers Alejandro, lui demandant silencieusement la permission. Alejandro fit un léger signe de tête. Ce n'est qu'alors que le garçon tendit la main tremblante et prit le pain. Il en prit une bouchée, puis une autre, mangeant avec une urgence désespérée, comme s'il craignait qu'on ne le lui prenne. Esperanza n'avait besoin de rien de plus. Dans ce simple acte, elle a tout vu. Elle a vu la peur qui colorait même la façon dont il acceptait un cadeau.
Elle a vu la dépendance absolue envers Alejandro juste pour se sentir en sécurité. Elle vit la profonde tristesse dans les yeux qui auraient dû être remplis de malice et de rire. Elle se leva et se tourna vers Alejandro. Son regard brillait d'une flamme nouvelle, féroce et inflexible. L'argent parle fort, Alejandro, dit-elle d'une voix claire et ferme, et les mensonges bien ficelés sont les plus faciles à croire. Mais la vérité murmure toujours dans les yeux d'un enfant. Et cet enfant, il ne murmure pas. Il crie. Je te crois. Le soulagement qui envahit Alejandro fut si immense qu'il faillit tomber à genoux. Ces deux mots, je crois, lui enleva un poids écrasant. Pour la première fois depuis des jours, il n'était pas seul. Mais écoute-moi bien, mon fils, poursuivit-elle, passant du statut de confidente à celui de commandante. Cet homme, Victor, est un serpent. On ne peut pas l'affronter de front. Il a déjà empoisonné le puits. Si tu l'accuses, il se retournera contre toi. Nous devons être plus intelligents. Nous devons donner à la ville une raison de douter. À ce moment précis, comme si le destin avait écouté, la cloche au-dessus de la porte d'entrée sonna. Doña Esp, gardez-moi une douzaine de rouleaux, cria la voix de Doña Carmen depuis la mercerie. Esperanza fit un clin d'œil à Alejandro. Reste ici et regarde. Elle s'avança vers le comptoir, son visage se transformant en le masque familier d'un boulanger au bon cœur. Carmencita, bien sûr. As-tu entendu le vacarme hier soir dans la rue du Charpentier? On dit que Sonor Acosta est venu chercher son beau-fils. Quelle horreur, Zrenia, répondit Carmen. Pauvre homme, devoir s'occuper d'une enfant aussi perturbée. Esperanza soupira, se penchant sur le comptoir comme si elle était sur le point de partager un secret d'État. Oui, une vraie tragédie, dit-elle à voix basse. Mais entre nous, il y a quelque chose qui cloche. Un homme aussi puissant, et qui doit frapper aux portes à minuit comme un voyou? Et ses yeux, je l'ai vu l'autre jour. Glacé. Je ne sais pas, Carmencita. Il me donne un mauvais pressentiment. Mais bon, qui suis-je pour juger? Elle lui tendit le pain. Carmen marqua une pause, assimilant silencieusement cette nouvelle information. La graine du doute, plantée par la femme la plus respectée de la ville, avait pris racine. Quand Alejandro quitta la boulangerie avec Santiago, le soleil était plus haut et le monde semblait un peu moins hostile. Alors qu'il traversait la place, l'un de ses voisins, celui-là même qu'il avait regardé avec suspicion la veille, lui adressa un bref signe de tête, presque imperceptible. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. L'ombre de Victor n'avait pas disparu, mais une petite bougie avait été allumée contre elle. Et les mains qui protégeaient cette flamme étaient les plus fermes et les plus sages de la ville. Alejandro n'était plus seul dans l'obscurité. Avec la première graine de doute plantée dans la communauté, l'histoire était prête à prendre un tournant crucial. Le sentiment de sécurité que Santiago ressentait désormais grâce à Alejandro et Esperanza allait ouvrir une porte dans sa mémoire. Celle qui détenait la seule preuve tangible capable de tout changer. L'alliance avec Esperanza était comme un baume pour l'âme d'Alejandro. Il ne traversait plus le village la tête basse, mais avec une détermination calme et constante. Le changement en lui était subtil, mais Santiago, tel un petit animal qui a connu le danger, le sentit. L'atmosphère dans la petite maison s'allégeait, avec elle, les chaînes invisibles qui liaient l'esprit du garçon commencent à se desserrer. Il a commencé à parler davantage, d'abord en phrases courtes, puis en posant des questions sur le travail d'Alejandro ou en commentant les dessins de Valentina. Un jour, alors qu'Alejandro ponce une planche de bois dans l'atelier, il entend un rire sincère, spontané. Valentina fait une grimace et Santiago éclate de rire. Alejandro se figea au milieu du mouvement, ferma les yeux et laissa le son s'imprégner dans sa mémoire. C'était le son de la guérison. Il réalisa alors que pour que Santiago révèle la vérité sur son passé, il devait d'abord se sentir en sécurité dans son présent. La révélation est arrivée un après-midi, de manière totalement inattendue. Alejandro travaillait sur une commande spéciale, un coffret à bijoux en noyer. C'était une pièce délicate, au joint fin, avec un espace dans le couvercle pour une petite marqueterie. Santiago était assis sur un tabouret, observant tranquillement la façon dont les mains d'Alejandro bougeaient, fortes et précises, transformant un bloc de bois en quelque chose de beau. Alejandro venait de finir de polir la boîte. Il la leva pour admirer l'éclat du grain. « C'est bien, n'est-ce pas » dit-il au garçon. Santiago descendit du tabouret et s'approcha. Il toucha du bout des doigts la surface lisse et soyeuse. « Oui, c'est joli,
murmura-t-il. Puis il se tut, les yeux fixés sur le bois. Un souvenir avait refait surface, déclenché par l'objet, peinant à se faire jour. Ma mère, la petite, commença-t-il d'une voix à peine audible, elle aussi avait une boîte, sa boîte secrète. Le cœur d'Alejandro fit un bond. Il déposa délicatement la boîte sur la table de travail et s'agenouilla près du garçon, ne voulant pas l'intimider par sa taille. « Une boîte secrète » demanda-t-il doucement. « Tu veux m'en parler ?» Santiago hocha lentement la tête. Ses yeux s'emplirent d'une tristesse qu'Alejandro connaissait trop bien. C'était notre secret, juste à elle et à moi. Personne d'autre. Et puis les mots ont commencé à couler, éparpillés comme des morceaux d'un souvenir brisé que le garçon essayait de réassembler. Maman était toujours triste. Victor disait qu'elle était malade. Il lui donnait des vitamines spéciales. Il dessinait des guillemets dans l'air avec ses petits doigts. Mais ces vitamines la faisaient dormir, beaucoup. Parfois, ses yeux étaient vides. Il s'arrêta, déglutissant difficilement. Un jour, il lui a crié dessus très fort. Quand il est parti, maman m'a emmené au jardin. Elle pleurait, mais pas tout haut. Tu sais, Alejandro? Le genre de pleurs où les larmes coulent toutes seules. Alejandro hocha la tête, un nœud se serrant dans sa gorge. Nous sommes allés au fond, là où se trouvait l'aranda. Le plus vieux, celui avec les grosses racines qui dépassent du sol. Elle m'a dit, Sani, mon amour, j'ai besoin que tu sois très courageux et que tu me promettes quelque chose. C'est notre secret le plus précieux. La voix de Santiago se brisa, imitant celle de sa mère. Elle a sorti une boîte de sous un tas de feuilles. C'était du bois sombre, et ça sentait les fleurs que ma grand-mère mettait à l'église. Elle a dit, à l'intérieur, il y a ma voix, mon cœur. Si jamais je tombe vraiment malade, si je dors trop longtemps et ne me réveille pas, cette boîte devra parler pour moi. Tu me le promets, mon amour? Santiago pleurait ouvertement, mais il ne s'arrêtait pas. Il avait besoin de le dire. Je l'ai promis. Elle a embrassé la boîte. Puis elle a déplacé une grosse pierre près des racines et a creusé avec ses mains. Elle l'a cachée là et l'a recouverte de terre et de feuilles. Elle a dit que c'était l'endroit le plus sûr du monde. Alejandro l'enveloppa dans ses bras, le berçant doucement tandis que l'enfant sanglotait contre son épaule. L'horreur de l'histoire mêlée à une vague d'espoir électrique. La voix d'Adriana. La preuve. Ce n'était pas seulement une parole d'enfant contre un homme puissant. C'était une preuve matérielle, cachée, en attente. Cette nuit-là, dès que les enfants furent endormis, Alejandro courut à la boulangerie. Elle était fermée, mais une lumière brillait derrière la fenêtre du débarras. Il frappa à la porte de derrière. Esperanza répondit. Son visage devint sérieux en voyant l'urgence dans le regard d'Alejandro. Elle n'était pas seule. Don Eladio, le propriétaire de la quincaillerie, était assis à la table avec une tasse de café. Il semblait que la boulangerie était devenue le quartier général de leur petite révolution. « Que s'est-il passé, mon gars » demanda Esperanza d'un ton inquiet. Alejandro, essoufflé, leur raconta toute l'histoire de la boîte. Il répéta les paroles d'Adriana, décrivant avec précision l'endroit où elle était cachée. Lorsqu'il eut terminé, l'air de la petite pièce vibrait d'une énergie nouvelle. Ce qui n'était qu'un vague espoir était devenu un objectif concret. Des preuves, grogna Don Eladio d'une voix grave comme un coup de tonnerre au loin. Voilà. Des preuves. Avec un truc pareil, même tout l'argent de ce salaud ne pourra pas le sauver. Mais allons-y. Murmura Esperanza pensivement. Cette maison est une forteresse, et après ma visite, ils seront plus vigilants que jamais. Il faut le faire, insista Alejandro d'une voix pressante. C'est notre seule chance de la sauver vraiment. Tous trois échangèrent un regard, désormais unis par un objectif dangereux. Ils n'étaient plus seulement un charpentier, un boulanger et un quincaillier. Ils formaient une équipe, une conspiration née de la décence et de la nécessité. D'accord, dit Esperanza en prenant les commandes. Mais pas de façon imprudente. Il nous faut un plan. D'abord, il faut savoir quand ils sont absents. Il faut connaître leurs mouvements. Je m'en occupe, ajouta Esperanza avec assurance. Mes clients sont meilleurs que n'importe quel journal, et je trouverai tout ce qu'il nous faut pour entrer et sortir discrètement. J'ai des cordes, des crochets, tout ce qu'il faut, a ajouté Eladio. Leurs regards se portèrent sur Alejandro. Son rôle était le plus dangereux, mais aussi le plus évident.
C'était lui qui allait devoir entrer dans la gueule du loup. Il quitta la boulangerie ce soir-là, le sentiment d'avoir trouvé le sol plus solide sous ses pieds. La peur était toujours là, froide et lourde dans son estomac, mais elle s'accompagnait désormais d'autre chose, un plan. Ils avaient un objectif, une mission, sauver la voix d'Adriana des griffes de la terre qui l'emprisonnait. La boulangerie d'Esperanza s'est transformée en centre de commandement silencieux de leur opération. Au cours des jours suivants, chaque client qui entrait chercher du pain chaud sans le savoir devenait une source de renseignements. Comme une tisserande habile, Esperanza a cousu ensemble les fils de conversations informelles, de potins et d'observations pour former une tapisserie de la vie à l'intérieur de la Villa Acosta. Sonor Victor est parti pour la capitale tôt ce matin, mentionna la femme du gazier en comptant ses pièces. Tous les mercredis, il s'envole comme un diable. Il dit qu'il a des réunions importantes. Mais son frère ne part jamais, ajouta un autre client. Mon neveu jardine à côté, et il dit que cet homme, Ramiro, est toujours à l'affût, toujours renfrogné. L'information cruciale est arrivée samedi. Victor partait tous les mercredis à 8 heures et ne revenait qu'à la tombée de la nuit. C'était leur créneau. Une étroite fenêtre d'opportunité, surveillée par un chien de garde. Cette nuit-là, dans l'arrière-boutique de la boulangerie, leur conseil de guerre élabora un plan audacieux. L'objectif principal n'était pas de récupérer la boîte, pas encore. C'était trop tôt, trop risqué. La mission était une reconnaissance. Ils devaient confirmer de leurs propres yeux la description du jardin que Santiago leur avait donné et, si la chance leur souriait, évaluer l'état réel d'Adriana. « J'y vais », dit Esperanza d'un ton résolu. Sa décision était inébranlable. Le plan était un chef-d'œuvre de ruse villageoise. Elle préparerait le gâteau aux 3 laits le plus spectaculaire qu'elle ait jamais réalisé, un cadeau si généreux que le refuser serait un scandale. Son excuse était la charité chrétienne, un acte de bonté envers la pauvre femme malade dont tout le monde parlait en ville. C'est un cheval de 3 faits de farine et de sucre, dit Don Eladio avec un sourire en coin. Personne ne soupçonne une grand-mère portant un gâteau. Les rôles ont été attribués avec le sérieux d'une opération militaire. Don Eladio serait le guetteur. Il garerait son vieux camion sur une colline avec vue sur l'entrée de la rue, feignant un problème de moteur. Un mouchoir rouge attaché au rétroviseur signalerait le retour inattendu de Victor. Le rôle d'Alejandro était le plus pénible, attendre. Il devait rester chez lui, occuper Santiago et le calmer, luttant contre l'envie de courir droit au but. Il était le point d'ancrage, et sa patience était cruciale pour la sécurité de tous. Le mercredi matin est arrivé baigné d'une lumière vive et d'une tension si vive qu'elle aurait pu être tranchée au couteau. Alejandro jouait aux cartes avec les enfants. Son rire forcé sonnait creux, même à ses propres oreilles. Chaque minute lui semblait durer 1 heure. À 8h10, le téléphone a sonné. C'était Eladio, dit la voix grave à l'autre bout du fil. Le lion est sorti de sa cage. La voix est libre. Peu après, Esperanza, vêtue de sa jupe du dimanche et d'un châle propre, se dirigea d'un pas déterminé vers l'imposant portail en fer de la villa. Elle tenait dans ses mains un grand panier en osier recouvert d'un tissu brodé à la main. Lorsqu'elle appuya sur le buzzer, son cœur battit comme le marteau d'un forgeron. « Qui est-ce » aboya une voix bourrue et méfiante dans l'interphone. « Ramiro » devina-t-elle. « Bonjour, jeune homme » répondit Esperanza d'une voix douce. « Je suis Esperanza, de la boulangerie. Toute la ville s'inquiète pour Sonora Adriana, et je voulais lui apporter ce petit cadeau pour égayer sa journée. » Il y eut un long silence. Esperanza retint son souffle. Elle sentait la suspicion de Ramiro à travers le métal, mais les apparences l'emportaient. Refuser un cadeau de Doña Esperanza serait la nouvelle la plus brûlante de la ville. Laissez le panier par terre et reculez, ordonna la voix. Oh, allez, jeune homme, insista gentiment Esperanza. Il est trop lourd pour être laissé par terre. J'aimerais le lui remettre moi-même, juste pour prier. Je ne prendrai qu'un instant. Avec un bourdonnement agacé, la serrure électrique a cliqué. La lourde porte s'ouvrit en grinçant. Ramiro se tenait devant la porte principale, un homme costaud au regard hostile qu'il ne cherchait pas à dissimuler. L'intérieur de la maison était froid et impersonnel, un véritable musée de meubles coûteux où personne ne semblait vivre. Alors qu'Esperanza commençait son discours sur le gâteau, une voix faible, presque musicale, descendit du haut de l'escalier. « Ramiro, qui est-ce » Adriana apparut sur le palier telle une vision fantomatique. Elle portait une robe de soie, élégante mais fragile. Sa peau était pâle, ses mouvements lents et désordonnés.
Son regard, bien que magnifique, était voilé par la confusion. Mais quand elle a vu Esperanza, quelque chose s'est illuminé en elle, une étincelle de reconnaissance, un scintillement de son ancien moi. Elle commença à descendre, agrippée à la rampe. « Je voulais juste. » parvint-elle à dire. Ramiro se déplaçait comme un chat, lui bloquant le chemin. « Adriana, retourne dans ta chambre, dit-il d'une voix basse mais vibrante de menace contenue. Le médecin a été très clair, vous devez vous reposer. Pour appuyer ses paroles, il lui saisit le bras. Le geste semblait désinvolte, mais Esperanza vit ses jointures blanchir sous la pression. Elle vit l'éclair de douleur sur le visage d'Adriana, une grimace fugace mais évidente. Une peur intense inonda ses yeux. Et au même instant, alors que Ramiro la retenait, le regard d'Esperanza glissa au-delà de lui, à travers les portes vitrées du salon qui s'ouvraient sur le jardin. Il était là, un majestueux et ancien jacaranda, son tronc tordu et ses racines noueuses agrippant la terre. C'était vrai. L'histoire de Santiago était vraie. La mission était accomplie. Il est temps d'effectuer une retraite stratégique. Eh bien, nous ne voulons pas être une nuisance, a déclaré Esperanza, en tendant le panier vers Ramiro, le forçant à lâcher Adriana pour le prendre. Sonora, j'espère que vous vous rétablirez très vite, a-t-elle ajouté, en insistant délibérément sur les mots, toute la ville prie pour vous. Espérant que le message qu'elle n'était pas seule ou était parvenu à destination. Il lança un dernier regard d'encouragement à Adriana, puis se retourna et quitta la maison avec la même dignité tranquille qu'il avait apportée. Ce n'est qu'une fois en sécurité dans le camion d'Eladio que le tremblement envahit ses mains. Ils se dirigèrent directement vers l'atelier d'Alejandro. Dès leur entrée, l'expression du visage d'Esperanza disait tout. Elle leur raconta ce qu'elle avait vu, l'état d'Adriana, son regard vide, la cruauté de l'emprise de Ramiro et, plus important encore, la confirmation de l'arbre. Ils l'ont drogué, Alejandro, dit-elle d'une voix emplie d'une fureur glaciale. Il la transforme en poupée de chiffon. Et le jacaranda? Il était exactement là où Santiago l'avait prévu. La nouvelle fit l'effet d'une victoire et d'une condamnation. Ils avaient confirmé tout ce qu'ils avaient besoin de savoir, mais le prix à payer était élevé. Ma visite les a mis en alerte, dit Esperanza d'un ton grave. Ramiro ne m'a jamais quitté des yeux. Maintenant, il soupçonne. On a perdu toute chance de revenir avec un prétexte. La prochaine fois que quelqu'un s'approchera de cette maison, il ne sera pas aussi poli. Le silence s'installa entre eux. L'odeur du bois se mêlait au poids de ceux qui les attendaient. Ils étaient entrés dans la fosse aux lions et en étaient ressortis avec des informations vitales, mais ce faisant, ils avaient réveillé la bête. La course pour récupérer la boîte d'Adriana venait de devenir beaucoup plus dangereuse. Le rapport d'Esperanza a fait l'effet d'un verdict dans l'arrière-boutique de la boulangerie. L'image d'Adriana ou une marionnette fragile entre les mains de ses ravisseurs et la confirmation du jacaranda ont allumé un feu de joie d'urgence dans la poitrine d'Alejandro. Il n'y avait plus de temps pour la prudence. La patience était devenue un luxe qui risquait de coûter la vie à Adriana. Vivement mercredi prochain, dit Alejandro. Sa voix portait l'écho de la détermination qui s'était cristallisée en lui. Ils savent que tu étais là, Esperanza. S'ils n'ont pas encore déplacé la boîte, ils le feront. Il faut que ce soit ce soir. Eladio et Esperanza échangèrent un regard. Le plan initial, méthodique et progressif, était désormais obsolète. Ils étaient dans une course contre la montre. Ce soir, alors, dit Eladio, son visage sévère se durcissant. Mais il nous faudra plus que de la chance. Il nous faudra un miracle, ou au moins une distraction suffisamment importante pour attirer les deux loueurs de leur caverne et les occuper. L'idée audacieuse et typiquement mexicaine est venue d'Esperanza. Les festivités de San Isidro approchent à grands pas, dit-elle, une lueur malicieuse dans le regard. Les répétitions de l'orchestre ont déjà commencé le soir. La ville est habituée au bruit. Son sourire devint narquois. Mon neveu Chucho et ses cardinals d'Elval doivent une immense faveur à ce vieux boulanger. Et s'il y a une chose qu'ils savent faire, c'est faire du bruit. Le plan était tissé de fils de désespoir et de génie communautaire. Esperanza demanderait à son neveu d'organiser une répétition surprise pour le cortège du festival. Il rassemblerait son groupe et jouerait à plein volume devant la Villa Acosta, faisant comme s'il s'était simplement trompé de rue. Ce serait un chaos festif, une cacophonie de trompettes, d'accordéons et de tamboura que personne ne pourrait ignorer. Pour ajouter de l'authenticité, Esperanza faisait passer le mot à quelques voisins de confiance, leur demandant d'apporter des chaises et des bouteilles de tequila,
transformant ainsi l'erreur en une fête de rue spontanée. Dont Eladio s'occuperait de la logistique et du matériel, une échelle de corde, des gants et une lampe de poche avec un code de signalisation simple, un flash pour tout éclair, 2 pour danger. Il serait les yeux sur la colline. Et Alejandro serait les mains dans le noir. La nuit est tombée sans lune, complice silencieuse. Avant de partir, Alejandro est entré dans la chambre de ses enfants. Valentina et Santiago dormaient, leur respiration était régulière. Il embrassa chacun de leurs fronts, une bénédiction et une promesse silencieuse. Son amour pour eux était le feu qui brûlait la peur. À 22h30, un son lointain perça le silence de la nuit, le gémissement lugubre d'un accordéon. Puis, une trompette retentit dans une note forte et joyeuse. La fête avait commencé. Alejandro, vêtu de vêtements sombres, a rencontré Eladio au point de vue. La musique l'a fait sortir, murmura Eladio. Ils sont sur le porche et ils crient après l'orchestre. C'est ta fenêtre. Fais attention, fiston. Une lumière a clignoté au loin. Tout est clair. Accroupi, Alejandro se déplaçait comme une ombre dans les ruelles jusqu'à atteindre le mur du fond de la propriété. Il a lancé le grappin. Le bruit du métal contre la pierre lui parut tonitruant, mais il fut englouti par une polka tapageuse. Il s'assura que le crochet tenait, puis grimpa. Chaque mouvement était délibéré. Chaque prise était une épreuve de courage et de force. Il est tombé dans le jardin. Le contraste était surréaliste. Devant, une fête chaotique. Derrière, un silence de cimetière, seulement troublé par l'écho de la musique et les battements de son cœur. Il s'orienta grâce à la silhouette du jacaranda, un géant sombre se découpant sur le ciel. Lorsqu'il atteignit l'arbre, il tomba à genoux. Ses mains, plus habituées à la caresse du bois, s'enfonçaient maintenant dans la terre froide et humide. Il chercha à tâtons la pierre détachée que Santiago avait décrite, la trouva et la déplaça. Il commença à creuser avec une urgence fébrile, la terre s'accumulant sous ses ongles. Le temps s'étire et se contracte. Chaque seconde est une éternité. Puis ses doigts frappèrent le bois. Avec un soin qui défiait sa hâte, il déterra une petite boîte rectangulaire. C'était mouillé et recouvert de boue, mais ça semblait solide, réel. C'était la voix d'Adriana. Il le glissa dans sa veste. Le bois froid pressé contre sa poitrine le ramena à la réalité. Et juste à ce moment-là, la musique s'est arrêtée. Le silence brusque était plus terrifiant que le bruit. Un cri de pure rage, la voix de Victor déchira l'air. « Sortez d'ici ou j'appelle la police !» Une lumière allumée dans une fenêtre à l'étage donnant sur le jardin. Alejandro s'est écrasé contre le sol. Un faisceau de lampes de poche balaya la cour, passant à quelques centimètres de lui. Il n'a pas attendu. Il a couru vers le mur. Il entendit une porte arrière claquer. En grimpant à la corde avec de l'adrénaline brute, ses muscles hurlaient. Il sauta par-dessus le mur juste au moment où le faisceau éclairait la base du jacaranda. Il s'était échappé de justesse. Il ne s'est pas retourné. Il a juste couru. Il a couru jusqu'à atteindre le point de rendez-vous avec Eladio. Ensemble, ils disparurent dans la sécurité de la nuit. Quelques minutes plus tard, dans l'arrière-boutique de la boulangerie, les 3 conspirateurs se sont regroupés. Ils étaient essoufflés, en sueur, couverts de terre, mais victorieux. Alejandro sortit la boîte de sa veste et la posa au centre de la table. L'objet de tous leurs espoirs et de toutes leurs craintes. Il l'avait. Il s'était introduit dans la tanière du loup et avait volé son secret le plus sombre. Ils fixèrent la boîte, sachant que son contenu pouvait libérer une femme et condamner 2 hommes. La course était terminée, mais la vraie guerre ne faisait que commencer. Une copie d'une procuration notariée était posée sur la table, accordant à Victor le contrôle absolu sur les finances d'Adriana. La signature en bas tremblait, un cri silencieux de coercition. Et à côté, un petit journal relié en tissu. Esperanza le ramassa doucement et l'ouvrit. Il lise des entrées éparses, chacune étant un couteau dans le cœur. 10 mars. Aujourd'hui, Santiago m'a apporté une fleur du jardin. Je l'ai cachée sous l'oreiller pour que Victor ne le voie pas. C'est mon seul trésor. 2 mai. J'ai commencé à écrire ça, en le cachant. S'il m'efface complètement, je veux que quelqu'un sache que j'étais là. Que j'aimais mon fils plus que ma propre vie. 15 juin. L'idée de la boîte est mon dernier recours. Mon message dans une bouteille. Si quelqu'un lit ceci, s'il vous plaît,
sauvez mon enfant. Dis-lui que sa mère s'est battue pour lui jusqu'à la fin. » Un lourd silence plein de fureur remplit la pièce. Il n'y avait plus de doute. Ils avaient désormais la preuve irréfutable d'une torture méthodique et cruelle. Leur mission n'était plus seulement un sauvetage. C'était une demande de justice. Pendant ce temps, dans le domaine d'Acosta, l'aube apportait avec elle la découverte et la fureur. C'est Ramiro qui a trouvé la terre perturbée près du Jacaranda lors de ses tournées matinales dans le jardin. Encore sous le coup de la fête de la veille, il remarqua le trou vide. C'était une accusation silencieuse. Quand Victor l'a vue, sa légendaire maîtrise de soi a craqué. Pendant un bref instant, une expression de rage brute et violente déforma ses traits parfaits. Il n'a pas crié. Sa colère était plus froide, plus dangereuse. Il a relié les poings avec une vitesse terrifiante. Le vieux boulanger importun. Le charpentier provocateur. La sérénade ridicule. Il s'agissait d'une opération coordonnée. Il l'avait humilié. Il l'avait vaincu sur son propre terrain. Tu sais? Sa voix était un venin glacé. Ils savent tout. Il a réalisé que toute tentative de maintenir sa façade était vaine. Le récit lui avait échappé. Sa seule option était désormais la force brute, effacer les pièces de l'échiquier. Prends la voiture, ordonna-t-il à Ramiro. Nous allons reprendre ce qui nous appartient. Nous allons chercher le garçon. Cet après-midi-là, l'air dans la rue d'Alejandro était calme. La vie suivait son rythme tranquille. À l'intérieur de l'atelier, le trio de conspirateurs a discuté de la meilleure façon de présenter les preuves aux autorités, peut-être par l'intermédiaire d'un avocat de l'extérieur de la ville. Mais il était déjà trop tard. Le SUV noir est apparu au bout de la rue. Pas avec furtivité, mais avec la vitesse d'un missile. Il s'est arrêté brutalement devant la maison, soulevant de la poussière et de la panique. Victor et Ramiro sont sortis. Leurs visages étaient des masques de détermination impitoyable. Les jeux étaient terminés. Ramiro, un bélier humain, s'est jeté contre la porte de l'atelier. Son épaule s'écrase contre le bois avec une force brutale. Victor se dirigea vers la maison. Santiago, rugit-il. Sa voix tonnait, glaçant le sang des voisins qui avaient commencé à regarder dehors. Alejandro est sorti de la maison, se plaçant entre les intrus et sa famille. « Sortez d'ici » cria-t-il. Sa position était large, solide, prêt pour le combat de sa vie. « Écartez-vous, charpentier » menaça Victor en avançant. « Ce ne sont pas tes affaires. Donne-moi le garçon et on te laisse tranquille. »« Jamais » répondit Alejandro. La confrontation a attiré la communauté. Portes ouvertes. Les visages remplissaient les fenêtres. Don Eladio et Esperanza, à peine sortis de l'atelier, se joignirent à l'affrontement. « Laissez cet homme tranquille » tonna Eladio. Sa voix de baryton résonnait dans la rue. « Tout le monde dans cette ville sait quel genre d'homme vous êtes » sonore Acosta. Un lâche qui s'en prend aux femmes et aux enfants. Esperanza s'est approché d'Alejandro. Sa petite taille ne diminuait pas l'immense force qu'elle dégageait. « Tu n'es pas seul, Alejandro » a-t-elle déclaré. Sa voix claire et ferme s'adressait non seulement à lui, mais à toute la communauté qui regardait. C'était le catalyseur. Les murmures, le doute, l'indignation refoulée au tout s'est cristallisé en un acte collectif de défi silencieux. Les hommes sont sortis de leur maison. Les femmes descendirent de leur porche. Ils ne portaient aucune arme, seulement leur présence. Ils se tenaient dans la rue, côte à côte, formant un mur humain qui bloquait le chemin de Victor et Ramiro. Il n'y a eu aucun cri, aucune menace de la part des habitants de la ville. Juste un mur d'yeux accusateurs et de corps immobiles. Victor et Ramiro se sont arrêtés. Ils regardèrent autour d'eux, confus. Ils étaient habitués à ce que les gens s'écartent. Craindre de séparer la mer devant eux. Mais ici, la peur s'est transformée en unité. Ils étaient piégés. Non pas par la force, mais par le pouvoir de la décence commune. Le masque de contrôle de Victor s'est finalement effondré. La frustration et la rage impuissante tordaient son visage en une grimace de pure haine. Il a été vaincu. Et il le savait. Dans ce silence tendu, un nouveau son perça l'air. Lointain au début, mais se rapprochant. Un son incomparable. Et, pour beaucoup à ce moment-là, céleste. La sirène d'une patrouille de police. L'agent Castillo, poussé par une douzaine d'appels frénétiques de voisins alarmés,
était enfin en route. La confrontation publique avait atteint son paroxysme. La justice, appelée par la voix de toute une ville, s'approchait. La sirène a tranché la tension. Le véhicule s'est arrêté brusquement, mettant fin à l'impasse silencieuse. L'officier Castillo est sorti. Son visage ne montrait plus le doute des jours passés, mais le masque calme et endurci de la loi. D'un seul regard, il a tout compris. 2 hommes coincés. Un mur de personnes protégeant la maison du charpentier. Le pouvoir avait changé. Victor, dans un dernier acte pathétique de désespoir, a essayé de jouer sa dernière carte. « Officier !»« Dieu merci, vous êtes là !» cria-t-il, une fausse panique dans la voix. « Cet homme détient mon beau-fils. Il l'a kidnappé. Vous devez l'arrêter. » Castillo ne l'a même pas regardé. Ses yeux se sont fixés sur ceux d'Alejandro. Et Alejandro s'avança dans un geste solennel. Il n'a pas élevé la voix. Il a simplement soulevé la boîte en bois, l'humble coffre qui contenait une vérité indéniable. « Voici la preuve de tout, officier, » dit-il clairement et fermement. La voix d'Adriana Acosta, celle que cet homme a tenté de faire taire. Il a remis la boîte à Castillo. C'était symbolique. La justice du peuple, livrée entre les mains de la loi. L'officier a ouvert le couvercle juste là, devant tout le monde. Un rapide coup d'œil aux lettres, aux prescriptions médicales, aux entrées du journal, c'était suffisant. Le schéma d'abus était aussi clair que le jour. Son visage se durcit, devenant un masque de fureur froide et professionnelle. Puis il se tourna vers Victor. « Victor Acosta, dit-il, chaque mot étant un coup de marteau. Vous êtes en état d'arrestation pour les crimes d'emprisonnement illégal, d'abus, de fraude et de tout autre délit découlant de l'enquête. » Il se tourna vers les 2 autres officiers qui étaient arrivés dans une deuxième voiture de patrouille. « Menottez-le. » Le clic métallique des menottes se verrouillant autour des poignets de Victor résonna dans la rue silencieuse. C'était le son de la justice, définitive et irréversible. Le visage de Victor s'est effondré. Son masque de supériorité s'est brisé. Révélait le visage brut de la haine et de l'incrédulité. Ramiro, le voyou, n'a pas résisté. Sa bravade s'est évaporée, laissant derrière lui un homme confus et vaincu. Alors qu'ils étaient conduits dans la voiture de patrouille, un soupir collectif parcourut la foule. Le cauchemar était terminé. Mais une tâche restait à accomplir, la plus importante. « Esperanza, s'il te plaît, viens avec moi, » dit Castillo. Accompagnés d'un autre officier, ils sont entrés dans la maison qui avait été autrefois une prison dorée. Le luxe à l'intérieur semblait désormais obscène et creux. Le silence lourd, saturé d'années de chagrin et de peur. Ils montèrent l'escalier et trouvèrent la porte de la chambre principale entr'ouverte. Adriana était à l'intérieur, recroquevillée dans un coin, tremblante à cause du hurlement des sirènes et des cris à l'extérieur. Quand elle a vu les uniformes, la terreur s'est emparée de son visage. Pour elle, un uniforme signifiait le pouvoir de Victor, pas la protection. Esperanza s'avança, se déplaçant avec le calme d'une mère s'approchant d'un enfant effrayé. Elle s'agenouilla à une distance respectueuse. « Adriana, ma fille, c'est moi, Esperanza, » dit-elle d'une voix douce comme du velours. « C'est fini, la peur a disparu. Nous sommes venus pour vous aider, pour vous emmener en lieu sûr. » Adriana la regarda, ses yeux embrumés luttant pour se concentrer, pour traiter ce qu'elle entendait. Elle vit la gentillesse sur le visage d'Esperanza, la posture respectueuse des officiers, et à ce moment-là, une petite fissure apparut dans le brouillard de son esprit. Une possibilité aussi étrange et terrifiante que la liberté elle-même. Ils l'ont aidée à descendre les escaliers et à sortir sur le porche. La lumière du soleil la fit cligner des yeux, comme si elle se réveillait d'un long et sombre rêve. Et puis, le miracle s'est produit. La voix d'un enfant a déchiré les murmures de la foule. « Maman !» Santiago avait glissé des mains d'Eladio et courait vers la maison, ses petites jambes se déplaçant à une vitesse désespérée. Il s'arrêta au pied des marches du porche, la poitrine haletante, fixant la silhouette pâle et fragile de sa mère. « Maman !» murmura-t-il à nouveau, cette fois plein de désir et de doute. Ce mot, cette voix, était la clé qui ouvrait la dernière porte verrouillée dans l'esprit d'Adriana. Le brouillard a disparu. La peur s'est dissipée. Il ne restait qu'un seul instinct, une seule vérité, la plus puissante de l'univers. « Senti » souffla-t-elle. Sa propre voix était un écho brisé, usé par l'émotion et la désuétude.
Oubliant sa faiblesse, elle trébucha dans les escaliers et tomba à genoux sur l'herbe, les bras ouverts. Santiago les a croisés. L'impact de leur corps était le son de deux moitiés du même cœur se réunissant. Il enfouit son visage dans son épaule, ses petits bras serrant son cou comme s'il ne la lâcherait plus jamais. Elle le tenait avec une force qu'elle ne savait pas avoir, son visage enfoui dans ses cheveux, le balançant doucement d'un côté à l'autre. Et elle pleura. Elle pleurait en sanglots profonds et déchirants, non pas de chagrin, mais de pure libération. Elle pleurait les jours perdus, la terreur endurée et la joie immense d'avoir son fils en sécurité dans ses bras. De loin, Alejandro regardait, la petite main de Valentina serrée dans la sienne. Des larmes coulaient librement sur son visage, mais c'étaient les larmes d'une mission accomplie. Il a vu le résultat de sa promesse, la raison de son combat. Il a vu une mère et son enfant renaître dans une étreinte. Une ambulance appelée par Castillo est arrivée discrètement et les ambulanciers ont aidé Adriana à se relever. Alors que Santiago s'accrochait toujours à elle comme une ombre, les yeux d'Adriana scrutaient la foule. Ils ont rencontré Alejandro. Aucun mot n'a été prononcé. Aucun n'était nécessaire. Dans le silence de ce regard, elle lui adressa une galaxie de gratitude, et il vit en elle non seulement la femme qu'il avait sauvée, mais la promesse de force et de beauté prête à fleurir à nouveau. L'ambulance les a emmenés vers l'hôpital, vers la sécurité, vers le premier jour de leur nouvelle vie. La bataille était terminée. Justice a été rendue. La libération avait été gagnée. 6 mois plus tard, l'air du village sentait la terre riche et les fleurs de soucis. L'automne était arrivé, peignant les flancs des montagnes d'ocre et d'or. L'histoire de cette nuit-là était gravée dans la mémoire de la ville, une légende moderne murmurée sur la place. Un rappel que la force des gens ordinaires, lorsqu'ils sont unis, est plus puissante que n'importe quel mur de pierre ou tas d'argent. La justice, souvent perçue comme lointaine et abstraite, était devenue dans ce cas une force réelle et retentissante. La boîte d'Adriana, avec son contenu déchirant, est devenue une preuve irréfutable. Victor Acosta, confronté à un témoignage aussi puissant et à celui d'une douzaine de voisins, a été condamné à une longue peine dans une prison de haute sécurité, loin de chez lui, où son argent ne pouvait même pas acheter un rayon de soleil. Ramiro, son fidèle chien de garde, a reçu une peine similaire pour complicité. Le chapitre des Acosta était définitivement clos. Adriana a choisi de ne pas fuir ses fantômes. Dans un acte de courage discret, elle a vendu la villa oppressante et avec l'argent a acheté une maison plus petite et ensoleillée dans la même rue qu'Alejandro. La maison avait un grand jardin et elle consacrait ses matinées à le raviver. Ses mains s'enfoncèrent dans la terre, plantant des dahlias, des bougainvilliers et un petit citronnier, arrachant les mauvaises herbes de son passé et semant les graines de son avenir. La femme pâle et absente était partie. À sa place se tenait une femme sereine dont le rire résonnait souvent dans la boulangerie d'Esperanza. Santiago était son reflet le plus brillant. Le garçon qui se cachait autrefois derrière les jambes d'Alejandro courait maintenant dans les rues en jouant au football avec les autres enfants du village. Son amitié avec Valentina s'était transformée en un véritable lien fraternel, plein de jeux, de secrets partagés et de petites disputes inoffensives. Les ombres dans ses yeux avaient été remplacées par la lueur insouciante d'une enfance retrouvée. La relation entre Alejandro et Adriana s'est développée naturellement, sans précipitation, comme deux arbres dont les racines se rencontrent sous la terre. Ce n'était pas une passion fiévreuse, mais une connexion plus profonde, fondée sur la gratitude, le respect mutuel et la compréhension silencieuse de deux personnes qui avaient connu la perte et la solitude. Il l'a aidé à réparer le toit de sa nouvelle maison. Elle lui apportait le dîner à l'atelier les soirs où il travaillait tard. Ils s'assirent sur le porche sous le ciel étoilé et parlèrent. Il lui a parlé de la femme qui lui manquait encore. Elle lui a parlé de la jeune peintre qu'elle avait été avant que Victor ne vide ses couleurs. Ils guérissaient ensemble. Leur conversation était un baume pour de vieilles blessures. Sans même s'en rendre compte, tous les quatre étaient devenus une famille. Non pas un être formé par le sang, mais par le choix, par la lutte, par l'amour. Le soir, la table de la cuisine d'Alejandro se remplissait des sons de 4 personnes partageant leur journée. Les devoirs scolaires mêlés à l'odeur du café et du pain sucré. Ils étaient devenus une maison. Pour célébrer la fête patronale de la ville, Alejandro a organisé un barbecue dans son jardin. C'était une célébration de la vie et de la communauté. Esperanza et Don Eladio, les généraux de leur petite guerre, occupaient des places d'honneur. Chucho et les cardinaux de la vallée jouaient dans le coin, leur musique étant désormais une joyeuse bande-son de paix. Les voisins qui avaient formé le mur humain étaient là, partageant des tacos et des bières.
À un moment donné, Eladio a levé sa bouteille. « Je veux porter un toast, dit-il, sa voix faisant taire la foule. Aux voisins qui ne se détournent pas. Aux braves gens qui savent que la seule frontière qui compte est celle entre le bien et le mal. À nous. Salut. » Salut, répondit un chœur, un son de pure solidarité qui vibrait dans l'air. Plus tard, alors que le soleil couchant baignait le ciel d'un orange intense et que les invités étaient partis, ils restèrent tous les quatre dans le jardin tranquille. Ils se dirigèrent vers le citronnier qu'ils avaient planté ensemble quand Adriana avait emménagé. Il avait déjà de petits bourgeons verts. Santiago a touché une des nouvelles feuilles. C'est un arbre heureux, dit-il avec la certitude que seul un enfant peut avoir. Adriana lui ébouriffa les cheveux, puis regarda Alejandro. Dans ses yeux il y avait un univers de paix. « Oui, mon amour, répondit-elle. Nous sommes tous heureux ici. » Alejandro passa son bras autour des épaules d'Adriana, un geste qui était devenu naturel, familier. Ils se tenaient ensemble, regardant Valentina et Santiago essayer d'attraper une luciole brillant dans le crépuscule. C'était un moment parfait dans sa simplicité, un moment qui valait chaque seconde de lutte, chaque larme, chaque nuit blanche. En regardant cette famille que la vie lui avait donnée, cet amour inattendu qui arrivait à sa porte au milieu d'une tempête, Alejandro ressentit une gratitude si profonde qu'elle remplissait sa poitrine. Le charpentier, l'homme qui réparait les choses cassées, avait trouvé sa propre réparation. Sa maison n'était plus seulement un abri. C'était enfin une maison complète.